Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Alors nous accueillons des gens de grande importance avec une expérience plus que significative. Donc Benoît Dupont, donc vous êtes professeur à l'école de criminologie à l'Université de Montréal et directeur scientifique de Human Centric Cyber Security Partnership que vous avez fondé en 2020. Vous êtes titulaire depuis 2016 de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité et vous êtes également titulaire de la chaire de recherche en prévention, je veux oublier rien du tout. Donc en cyber, voilà, vous compléterez si nécessaire. Donc en cybercriminalité, vous siégez également comme observateur représentant le monde de la recherche sur le conseil d'administration de Canadian Cyber Threat Exchange et vos recherches portent essentiellement sur la gouvernance de la cybersécurité, la prévention de la cybercriminalité et la cyberrésilience. Éric Parent, vous avez débuté votre carrière professionnelle dans les forces armées canadiennes. Vous avez accumulé plus de 10 ans donc, en service militaire. Vous êtes un fervent défenseur de l'éducation continue. Vous avez acquis durant ces 25 ans d'expérience en technologie de l'information de nombreuses certifications, notamment Microsoft, ISACA, SANS, etc. Donc, depuis plus de 10 ans en sécurité de l'information, vous êtes également directeur de la sécurité de l'information chez Cascade. Vous avez établi des pratiques de sécurité et renforcé la résilience d'affaires à l'échelle de l'Amérique du Nord, tout en contribuant à la sécurisation des technologies opérationnelles. Et vous êtes un fervent défenseur de l'humain. Sunil, vous possédez plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine de la technologie de la sécurité. Vous êtes conseiller au conseil de sécurité de Cobalt Cyber. Vous avez occupé un poste de RSSI chez Mellon Investment Corporation et votre mission principale donc, était de gérer les cyberrisques en entreprise. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion des systèmes d'information et vous avez un grand intérêt pour les nouvelles technologies, la photographie et les images générées par l'intelligence artificielle. Vous aurez quelques private jokes à nous partager d'ailleurs. Gaëtan Houle, donc vous avez plus de 38 ans d'expérience dans tous les aspects de la sécurité. Vous avez occupé plusieurs postes supérieurs au sein du ministère de la Défense nationale et aux Affaires mondiales. Vous avez aussi occupé les postes de consul à l'ambassade du Canada au Pérou. Dans le secteur privé, vous avez travaillé comme chef de la sécurité pour plusieurs multinationales, quelques bombardiers, Airbus, Bell Canada, et vous travaillez maintenant chez Cisco comme conseiller auprès des CISO. Alors, bon, le thème de la table ronde, c'est vraiment la face sombre de l'IA et comment tous les individus aussi, on va aborder plusieurs sujets, comment les individus peuvent se préparer aux cyberattaques qui ne se font que croître de manière exponentielle. D'où tout l'intérêt de tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et de voir son côté obscur. Benoît, j'ai une question pour vous. Comment les acteurs malveillants vont-ils s'approprier les outils de l'IA sans que nous cédions pour autant à un scénario catastrophe? Voilà. Alors, merci Séverine. Donc, bon, l'IA, on ne va pas tomber dans un scénario à la Terminator. Mais en gros, il y a 2 configurations principales des acteurs malveillants, soit l'IA comme une cible, soit l'IA comme un outil d'attaque. Donc si on regarde du côté de l'IA comme cible des acteurs malveillants, il y a tout un tas d'attaques qui sont en train de se développer sur l'extraction des données en interrogeant des IA d'une certaine façon. Les IA sont très fragiles, très instables, et donc assez facile, et il y a eu des preuves de concept qui ont été élaborées, d'extraire des données qui ont été utilisées pour entraîner les IA, donc qui dans certains cas peuvent être des données très sensibles qui ont été soi-disant dénominalisées ou anonymisées, mais qu'on peut manipuler, on peut manipuler les modèles d'IA pour extraire les données. Donc ça c'est un cas de figure. Un autre cas de figure qui peut être très intéressant pour des attaquants, c'est d'extraire le modèle d'IA sous-jacent, d'essayer de l'extraire donc en menant des attaques pour essayer de l'amener à divulguer lui-même l'algorithme ou les algorithmes qui sont derrière ces IA. Et le troisième vecteur d'attaque où l'IA est la cible, c'est l'empoisonnement. C'est-à-dire qu'on veut dégrader la performance de l'IA, on veut faire prendre à l'IA des décisions qui sont à l'encontre des objectifs initiaux de ces concepteurs. Et donc on va empoisonner l'IA en l'alimentant avec tout un tas de choses diverses et variées selon les modèles
qui vont amener à dégrader la qualité de sa décision. Donc ça, ce sont les attaques malveillantes contre les IA. Et de plus en plus, on voit l'utilisation de l'IA comme outil pour mener des attaques. Alors pourquoi une IA, ça peut être très utile? D'abord, une IA, contrairement à un attaquant humain, un hacker peut tester des milliers de vulnérabilités instantanément sans se fatiguer. Donc vous avez des IA qui commencent à être programmées pour tester systématiquement des vulnérabilités. Les IA, c'est très utile aussi pour encrypter des logiciels malveillants d'une façon unique qui n'a jamais été observée par des logiciels de détection et qui va faire en sorte que ces attaques-là vont passer sous les écrans radars des dispositifs de surveillance. Donc vous avez des IA qui ont été entraînés pour essayer d'encrypter des logiciels, du code malveillant qui va avoir des taux de détection extrêmement bas. Et le dernier vecteur d'IA dans l'appareil, les dispositifs d'attaque, c'est évidemment la manipulation de l'humain par des outils forgés par l'IA, donc de l'audio, des vidéos, des deepfakes, qui vont être utilisés pour persuader des humains qu'un autre humain est de l'autre côté des messages audio, courriel ou autre, et essayer de le manipuler avec beaucoup plus de finesse, parce que l'IA va permettre de personnaliser le message et de le rendre beaucoup plus convaincant. Et donc avec ça, évidemment, on est dans une configuration où maintenant, c'est la confiance qui est érodée et remise en question. Merci Benoît. Eric, Sunil, vous voulez intervenir? Yes. So, anybody who wants to ask a good question at the end of the conference, I'll send you guys. Can you hear me now? That's great. So anybody who is going to ask the good questions end of the forum, I will send you 200 GPT prompts. Goal of today's conversation is to remove fear in all your mind. And the reason I say that because you have to understand the technology first. It's very critical you understand the technology, so you remove the fear. So fundamentally, I'm going to say what this technology is. Some of you would know it. So what is AI? Everybody asks, what is AI? There are many answers, So basically, AI is, there are 3 levels. It is built on foundation of data, algorithm, code, models. Lots of data, right? And then there is a deep learning algorithm, which actually scans the data and puts into mathematical vectors. And then, so example of that would be Alexa, Siri, right? That's an example. That's the level 1. Second level is machine learning, which is made up of all the things said, lots of data, algorithm, code, deep learning, and it stores again into a different mathematical 3D vectors database, right? An example of that would be ChatGPT, Tesla car, which has got a lot of images, Stable Diffusion artwork, fake videos, drones. That is machine learning. They are computing in real time and talking to each other. And last level is, we call it as artificial intelligence with consciousness, which is smart in every level, more smarter than all the human beings. So I want to set that stage. You understand what AI is, so we remove the fear. And now you have to understand how we get attacked. Fundamentals are still the same, right? They attack the data, what gets ingested in the model. They also attack the data, what is the computed data from that ingested models. Right, so we call that as data injection. Somebody will inject bad data into source data, right? And somebody will inject bad pixels, right? I'll give an example. Probably you might have heard, you cannot point lasers at airplane. Maybe some of us have been told, oh, pilot will get hurt. But it's not that. It is basically, it screws up with the sensors in the plane.
and the plane does not know what to do. So that's why they say don't point lasers at planes, or for matter a Tesla car. You know, if you point a laser at LiDAR detector, it'll stop the algorithm. So those are, the reason I'm giving this example is you understand that it's an attack on the AI. So I just want to set that stage before I start. Vous avez raison d'intervenir. Merci. Eric, est-ce que pour vous, l'IA rehausse la capacité à mesurer les actions, la qualité des actions malveillantes? Et est-ce que l'IA pourrait-elle permettre de mieux gérer les risques? Est-ce que vous pensez qu'il faille mettre justement en place un système aussi de résilience supérieure? Je vais partager, dans le fond, nous, notre expérience qu'on a chez Cascade avec l'intelligence artificielle, puis comment qu'on gère dans une réalité d'entreprise le risque qui vient avec l'intelligence artificielle. Nous avons commencé notre aventure il y a 4 ans avec l'intelligence artificielle. Nous avons bâti nos propres modèles pour améliorer des processus de production. On est dans le manufacturier. Puis, l'exercice, le risque était minime parce que c'est nous qui préparions notre donnée. Fait que notre donnée pour l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit prête pour être utilisée par de l'intelligence artificielle. On anonymisait, on sécurisait, la donnée nous quittait, puis on avait une bonne gestion de ça. Jusqu'au jour où, l'année dernière, on a démocratisé l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est le GenAI qui est arrivé. Et c'est le GenAI dans une entreprise que là, maintenant, il faut gérer. C'est l'humain, puis le risque ici, puis vous avez parlé de l'humain tantôt. Le risque 1, qu'on connaît déjà en sécurité depuis des années, c'est l'humain. Bien, c'est pas différent avec l'intelligence artificielle. C'est l'humain qui est derrière, encore une fois, l'intelligence artificielle. Pour nous, puis moi, je vis ma relation avec l'intelligence artificielle déjà depuis le début d'année. Là, on peut parler des différents outils de GenAI, mais l'intelligence artificielle fait un meilleur humain de moi en sécurité. Fait que je suis meilleur en sécurité de l'information grâce à l'intelligence artificielle. Je suis un meilleur humain, je vais dire lover, parce que je suis capable d'écrire des belles lettres d'amour en utilisant l'intelligence artificielle. Fait que ça fait encore de moi un meilleur humain là-dessus. Au même titre que ça peut faire de moi, l'intelligence artificielle peut faire de moi un voleur de job, qui fait que je vais être plus efficient puis que je vais voler des jobs. Fait que ce qu'on va amener ici, c'est que l'humain est derrière l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle d'elle-même peut amener certaines choses, mais le risque qui vient avec, pour nous, en entreprise, c'est l'humain qui est derrière. Puis là, on va parler, mettons, de l'humain hacker. Il devient un meilleur hacker avec l'intelligence artificielle. Tu sais, ce rehaussement-là et le risque, c'est l'humain qui amène ce risque-là. Et nous, c'est comme ça qu'on le vit là-dessus. Maintenant, si on veut être défensif, ce même humain-là peut être, avec la machine, le meilleur défenseur qu'on peut avoir au niveau de l'intelligence artificielle. Mais présentement, dans une réalité qui est propre aux entreprises, puis il y avait un sondage là-dessus il n'y a pas longtemps, 80% et plus des entreprises pensent que le risque au niveau de l'intelligence artificielle est interne. Puis ça, c'est vrai pour le moment. Puis ça n'enlève rien de tous les autres vecteurs de risque qui existent. Mais présentement, l'entreprise, le risque est à l'interne. C'est l'humain, puis vous en avez des humains dans vos entreprises et dans vos compagnies. Il y en a de différentes sortes, avec différentes façons d'agir. Puis c'est ça qu'il faut commencer à gérer en entreprise. Puis ça vient avec une gouvernance, avec un programme. Puis ça, on est derrière la parade présentement pour pouvoir gérer ça parce que tout ce qui est outil génératif est déjà disponible au grand public. J'ai fait une présentation en octobre l'année passée. J'avais un landscape de l'intelligence artificielle, puis on était capable de reconnaître les produits. En septembre cette année, le main landscape, c'est juste un paquet de points sur un PowerPoint parce qu'on ne reconnaît plus toutes les entreprises. Il y a des startups qui naissent à chaque jour avec 5 millions d'argent pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, puis offrir des solutions en vente, en marketing, puis tout le monde voit de la valeur dans l'intelligence artificielle. Mais à chaque fois, c'est l'humain qu'on retrouve derrière. Puis l'humain est en amour avec les données puis la capacité qu'on est capable d'avoir derrière ça. Fait que mon approche, c'est l'humain. Le risque, c'est l'humain. La solution, c'est l'humain. C'est l'humain également. Gaëtan, je crois que vous vouliez
nous projeter quelque chose qui va nous permettre d'enchaîner sur votre avis concernant les impacts? Alors, je suis bien content qu'on a des gars comme Éric qui sont très positifs face à l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas nécessairement le gars le plus éloquent, mais je connais quelqu'un qui est beaucoup plus éloquent que moi. Alors, je voulais vous faire partager très rapidement son opinion sur l'intelligence artificielle et les risques que ça peut présenter pour la société. Alors, c'est mon bon copain Barack. Alors, voici ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bon, alors, moi, à mon avis, l'intelligence artificielle comprend des risques. Le plus grand risque pour l'humanité, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour supporter des campagnes de désinformation qui vont déstabiliser les démocraties autour de la planète. Alors, ça va prendre des changements. Il y a aussi les médias sociaux. Quand on combine les médias sociaux avec les fake news, bien, ça a un effet multiplicateur. Et en plus, on l'a vu durant les campagnes électorales aux États-Unis. Par exemple, si vous avez des doutes au sujet d'intégrité de Donald Trump et vous commencez à poser des questions à ce sujet-là, bien, les algorithmes vont faire que ça va être de plus en plus d'informations contre Donald Trump qui va vous apparaître à l'écran, qui va vous faire penser que bien, finalement, bien, tout est négatif sur Donald Trump. Et vice-versa, si vous êtes un gros supporter de Donald Trump et que vous n'aimez pas les démocrates, et c'est l'inverse, c'est ce qui fait que, bien, aux États-Unis, le monde est très, très, très polarisé, et ce qui empêche vraiment les États-Unis d'aller dans la bonne direction à une rapidité à laquelle on s'y attendrait. Alors, moi, à mon avis, on parle beaucoup de la cybermenace avec l'intelligence artificielle, mais au-delà de ça, il y a l'impact sur notre démocratie qui, à mon avis, est à risque. Il faudra ça va prendre des lois, je vais en parler un peu plus tard. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez également des pistes peut-être de solutions pour combattre justement ces fake news? Bien sûr. Ah. Alors, présentement, si vous regardez les médias conventionnels, là, CNN, Fox News, etc., les statistiques démontrent que depuis 3 ans, leurs codes d'écoute sont en chute libre. Pourquoi? Bien, les gens se sentent dupés. C'est pas compliqué. Puis lorsqu'on regarde, par exemple, Fox News, qui est probablement l'amplificateur, le plus gros amplificateur de fake news sur la planète, ils ont dû payer une amende de 800 millions US parce qu'ils avaient déclaré publiquement que la machine utilisée pour les élections présidentielles avait été modifiée pour favoriser l'électorat démocrate. Ils ils ont passé dans les tribunaux, mais finalement, ça s'est réglé hors cours. Pourquoi? Parce que Fox News aurait été forcé de divulguer toutes les manigances qu'ils ont fait publiquement pour colporter des fake news aux États-Unis. Alors, ils ont préféré payer 800 millions hors cours pour régler le problème. Okay? Alors, ça va prendre des nouvelles lois. Et moi, j'ai fait un peu de recherche pour me préparer à ça. Là. Au Canada, suite au bombardement de fake news qu'on reçoit sur les médias conventionnels,
Alors, on a demandé au ministre, est-ce qu'il n'y aura pas lieu d'avoir des nouvelles lois pour forcer les médias qui ont une licence pour faire leur métier, de s'assurer qu'ils disent la vérité et que ce qu'ils disent, c'est basé sur des faits. On peut avoir une opinion, mais là, lorsqu'on dit une opinion, bien là, c'est correct. Mais là, ce qu'on dit, bien ça, c'est un fait, mais finalement, c'est une fausseté. Alors là, il y aurait lieu de peut-être avoir des correctifs à faire. Bon, alors, le ministre a répondu sous le parapluie de Free Press que non, il ne veut pas s'ingérer là-dedans, avec les résultats que ça donne. Mais à mon avis, le ministre canadien devra peut-être réviser sa décision et devra peut-être avoir des mécanismes là, pour qu'on appelle en anglais les fact-checks. Ça va falloir vraiment que les médias conventionnels soient un peu plus rigoureux. Et il faudra aussi que les géants des médias sociaux, bien, les algorithmes devraient être modifiés de telle sorte que moi, j'apprécie. Moi, je suis un gars qui aime bien bricoler, je fais de la menuiserie, etc. Alors, quand je fais des recherches pour m'acheter des outils, etc., bien, j'aime ça que, bon, bien, rapidement, j'ai accès à l'information que je veux. Alors, j'aime l'algorithme qui permet de faire ça, sauf que il devrait y avoir des lois que les algorithmes permettent d'influencer les gens côté démocratie, les enjeux sociopolitiques, les enjeux sociodémographiques, bien là, que les algorithmes ne s'impliquent pas là-dedans parce que ça a des effets pervers. Regardez, il y a déjà des fake news sur la guerre en Israël, il y a des fake news sur la guerre en Ukraine. Donc, ça va prendre des nouvelles lois. Voilà. Merci. Benoît, en fait, si on reprend l'approche sur tout ce qui est intelligence artificielle qui doit nous aider plutôt à reconnaître justement la fiabilité de la source et des données pour obtenir les vrais résultats, avec le côté un peu effrayant, avec le potentiel, avec le risque d'autonomisation, jusqu'à développer une conscience de soi. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux échanges que tu as, toi, sur tes recherches sur ce sujet-là? Alors, d'abord, c'est assez difficile de savoir exactement ce qui se passe parce que les produits qu'on met à notre disposition, les ChatGPT et autres, sont souvent des produits qui sont de quelques mois ou quelques années en arrière de ce qui est développé dans les laboratoires des grandes entreprises, Microsoft et autres, Google et autres, et dans les universités aussi. Donc, avec tout à apprendre avec un grain de sel, mais quelque chose qui m'a interpellé quand même, c'est que la semaine dernière, Jeff Hinton, donc c'est l'un des 3 co-inventeurs du deep learning, on parle beaucoup de Yoshua Bengio à Montréal, on est très fiers, Université de Montréal, donc on représente cette percée, mais Jeff Hinton à l'Université de Toronto est l'un des 3 co-inventeurs de l'IA, et pour la première fois dans une entrevue dans un grand média CBS, je pense, il disait qu'il entrevoyait la possibilité que les progrès actuels du deep learning font en sorte qu'il pense que des IA pourraient avoir une conscience d'elles-mêmes dans un horizon de quelques années, 2 à 5 ans. C'est-à-dire que on ne parle pas d'autonomie, on ne parle pas d'IA destructrice, on parle d'une IA qui comprendrait qu'elle est une IA et qu'elle souhaiterait développer une existence propre des gens qui l'ont programmée. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, encore une fois, je veux relativiser. C'est important quand même de comprendre que ces entités-là commencent à avoir une certaine autonomie et donc, pour ceux qui les développent, de comprendre quels mécanismes et quelles barrières et quels encadrements mettre en place pour faire en sorte que cette autonomie-là soit comprise et soit évidemment limitée si on leur confie des responsabilités ou des tâches qui sont critiques pour le fonctionnement de nos sociétés. Parce qu'on ne veut pas une IA qui commence à prendre des décisions sur la base de ce qu'elle souhaite et non pas sur la base de ce qu'on lui a demandé. Pour l'instant, on n'a que des IA à qui on envoie des instructions et qui envoient des réponses. Mais ce qu'il disait était quand même révolutionnaire. Et encore une fois, c'était une intuition, ce n'est pas une certitude, il n'a pas d'informations particulières. Il a démissionné de Google pour avoir plus de liberté dans ce qu'il dit. On y reviendra justement sur cette question et du soutien des GAFAM. Tu continues ? Non, c'était donc voilà. Donc, cette autonomie-là, ce qu'elle pourrait permettre, alors on peut se dire, mais bon, qu'est-ce qu'elles vont faire ces IA si elles sont conscientes d'elles-mêmes ou autonomes? Ben, elles pourraient très bien décider d'ouvrir des comptes en banque par elles-mêmes, parce qu'on peut faire ça en ligne aujourd'hui. Elles pourraient décider de recruter des gens sur des sites de freelancers et leur envoyer des instructions pour faire des choses.
en disant tu vas aller acheter telle chose, tu vas aller parler à telle chose, tu vas aller vendre telle chose, tu vas aller tuer telle personne, je vais envoyer de l'argent sur ton compte. Et donc, en fait, les IA, on est devenu dans une société tellement numérisée et connectée que si on a une IA non contrôlée, tout pouvant être quasiment effectué en ligne, elles peuvent avoir plus d'emprise sur notre vie via des humains qu'elles vont potentiellement avoir peut-être l'envie de contrôler. Donc on a une inversion possible à partir du moment où on comprend cette conscience de soi. C'est ça, en effet. Sunil, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faille limiter les IA afin de mieux surveiller les calculs d'entraînement? I don't know. I'm going to tell you a nice ad I saw at New York City. And the ad said there was a building which was half complete. And there was a big ad saying, ask ChatGPT to complete this building. So there is a reason for that I said that. Because my objective is to remove fear from all of you. AI is around data, any technology and data. It's not going to come, at the moment, it's not going to complete the buildings and stuff like that. It's not going to cook for you, stuff like that, right? So it is mostly around the data, right? So I'm personally not worried because I always go down in the foundation. Where can we address the risk? You as a security officer here, right? You're here to learn, how can I implement this? How can I go back to my company or my profession and address this, right? So since you know it's related to data, algorithm and stuff like that, you're gonna put controls. The controls are, you need to know where the source data is coming from. And that data is really clean. Just like that, right? CNN publishing all fake stuff. They did not do due diligence on their source. And that's why they got into trouble. So you always need to understand where your data is coming from. Then you need to put controls around the data. Who can modify that data, right? Then you have to put controls around avoiding loading personal information like social security, credit card, financial, right? Because as you know, there is a term hallucination in AI. It actually spits out the random information, right? So do not load personal information as an officer. You should check that for your companies. Make sure they don't load personal information. And if they do, that algorithm should not have complete access to internet, right? And you should do full testing of it. Make sure you work with your security teams as an officer and also business people. Understand what they're trying to do. It's all around data only. So don't be afraid of it. Just ask the right questions. Have a BCP plan. If your AI go crazy, do you have a backup plan? As our gentleman said, right? Do you really have a backup plan? Okay, having a backup plan is not enough. Did you test your backup plan? If you're not testing, you're not there, right? So it comes down to fundamental. Think of AI as an attack vector by itself. If somebody is developing a software, as a security officer, you just think that thing is going to attack itself as an officer. And then apply all these controls. And make sure that your AI cannot send or receive audio signal. If you're not processing audio, cut that. If you're not processing video, cut that. So you limit all the types of inputs going into the system. Test and scan your source code. Ask your developers, data scientists, please test your code, check for, and when you check, when I'm sure most of them using open source software, and never think open source is safe. You need to scan for that too and make sure you're completely, updating the open source. So you work with your business team and security team and address these controls and reduce the fear. Merci. Eric, moi j'ai quelques questions complémentaires, mais qui peuvent être
dites à plusieurs d'entre vous. Est-ce que vous pensez qu'il faille une gouvernance et quelle mitigation serait à mettre en place pour sécuriser, gérer les risques IA avec leur impact? Et est-ce que pour vous, on doit classifier en fait les IA comme on tente de le faire en Europe? Vous pour qui l'humain est complètement au centre de tout, est-ce que pour vous c'est envisageable de surveiller les modèles d'IA et quelles instances pourraient le faire? Et ensuite on parlera justement des GAFAM et ce sera intéressant, je pense, ça va intéresser un certain nombre de personnes. Encore une fois, je vais vous offrir notre expertise d'entreprise qu'on a eue là-dessus. Il y a des notions de gouvernance qui vont venir de nos gouvernements et autres. On sait déjà qu'on est en retard, on est très en retard sur cette gouvernance-là. Juste entre nous, déjà le dialecte, la compréhension de l'intelligence artificielle est différente, perception différente. Imaginez s'il faut mettre une réglementation alentour de ça. C'est un gros défi. C'est un gros défi global. Ceci dit, je vous ramène ça dans une perspective d'entreprise. Ça vous prend ça a priori. Attendez pas après vos gouvernements, attendez pas après eux autres. A priori, c'est une gouvernance que vous devez mettre en place. Sonia en a parlé à différents niveaux des contrôles qu'il faut mettre en place. Mais on va plus loin que ça. Moi, j'ai une perspective sécurité. Je fais partie d'une équation de gouvernance de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle c'est une technologie d'entreprise. C'est des risques liés à l'entreprise et des solutions, des approches qui doivent être prises au niveau de l'entreprise. Puis ça vient avec la priorisation. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille en sécurité. Je peux aller chercher des beaux outils en intelligence d'affaires en sécurité et le vice-président aux ventes peut avoir des beaux outils en intelligence d'affaires disponibles pour lui. Entre être plus sécure et 20 % de plus de productivité, je vous laisse deviner laquelle que le CEO va dire qu'il va choisir. Fait que toute cette priorisation-là, les coûts, les données qui nous quittent, les données qu'on met, parce qu'il faut que nos données soient AI ready. Là. On ne peut pas juste dire voici les données, puis les premières choses vont arriver. Sans ça, garbage in, garbage out. Fait que on a une grosse gouvernance à mettre en place et l'entreprise, présentement, est derrière la parade pour faire ça. On a eu la chance de le faire chez nous dans les années antérieures, mais le requis est vraiment au niveau de l'entreprise pour mettre en place cette gouvernance-là. Attendez pas après vos gouvernements parce que vous allez être derrière la parade. Gaëtan? Oui, bien sûr. Bon, alors moi, je regarde plus au niveau national. Première des choses qu'il faut faire, c'est éduquer nos politiciens à ce sujet-là. Il semble manquer justement de connaissances sur les risques associés avec ça. Il va falloir mettre des encadrements pour la presse. Puis les gros joueurs, les GAFA, là, bon, la cupidité corporative, le corporate greed, c'est ce qui drive les affaires. Et donc, eux, on ne peut pas se fier sur leur concept de bons citoyens pour régler les problèmes. Il faudra légiférer. Il n'y a pas autre choix, OK? Parce qu'ils ont un impact énorme sur les décisions politiques, la démocratie, etc. Les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus les nouvelles à la télé, ils écoutent les nouvelles sur les médias sociaux, et c'est des algorithmes qui font que leur source va être biaisée d'un côté ou de l'autre. Ça a un impact direct sur comment on gère les guerres, comment on gère nos élections, etc. Donc, il faudra que le gouvernement s'implique, il faudra qu'on éduque la population, il faudra en parler dans les écoles, etc. Donc, c'est massif. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler d'ici à l'année prochaine. Puis je pense, effectivement, je suis d'accord qu'on va avoir besoin de lois et de réglementations. Donc, au Québec, il y a des consultations en cours sur la réglementation de l'IA. La semaine prochaine, il y a un forum public. Mais je pense qu'il y a aussi des autorités réglementaires existantes qui peuvent jouer un rôle. Par exemple, l'autorité des marchés financiers. On n'a pas envie qu'une IA qui travaille pour une institution financière commence à devenir folle et à faire du trading à très haute fréquence avec des décisions qu'on ne comprend pas et fasse crasher notre marché. Donc aux États-Unis, la SEC est en train d'établir des paramètres pour que les institutions financières utilisent ces outils d'une façon responsable. Je pense qu'on a l'AMF ici au Québec. On a les autorités réglementaires qui vont devoir aussi étendre leur périmètre et incorporer l'IA dans leurs activités réglementaires pour comprendre ce que ça va faire. Donc il y a l'AMF pour le financier, le CRTC pour les télécommunications,
il y a tout un tas d'autorités qui vont devoir aussi et comprendre ce que ça veut dire que de réglementer à l'ère de l'IA. On a parlé, d'ailleurs le ministre en a parlé également, de toute la nécessité, mais également de la difficulté des coopérations et des collaborations entre les chercheurs, les forces, différentes forces et les entreprises. Donc comment finement comprendre à instrumentaliser les GAFAM par les gouvernements, comme eux-mêmes tentent de le faire. Ça, c'est une question un petit peu pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que les GAFAM sont des acteurs clés et sont-ils vraiment dans l'esprit de bien commun ? Ben moi, j'ai déjà répondu à cette question-là. Là. On ne peut pas se fier sur eux. La cupidité corporative l'emporte. OK? Donc, il faut légiférer. Il n'y a pas le choix. Et ils ont un lobbying très, très fort qui font que, comme par exemple, notre gouvernement a essayé de légiférer concernant le contenu canadien, etc. Et là, ils ont des leviers très, très forts pour s'opposer à ces nouvelles lois-là. Si les gouvernements commencent à mettre des lois pour contrôler les algorithmes qui sont contrôlés par l'IA, ça va être encore, il va y avoir des pressions pour empêcher. Alors, à mon avis, il faudrait que les pressions viennent du gouvernement américain, parce que les GAFA, c'est des GAFA américains. Et après, ben, ça va être plus facile, parce que le Canada lui-même, comme on le voit là avec les lois actuelles, très, très difficile pour faire changer les comportements des GAFA. Alors, je vais aller un peu à l'encontre de l'image de l'universitaire, toujours pro-anti-GAFAM. Mais je pense que les GAFAM, il faut aussi reconnaître qu'ils jouent un rôle positif. Ce sont des acteurs, ce sont des piliers de l'écosystème. Et sans le savoir, ils utilisent déjà l'IA au quotidien pour protéger nos activités en ligne. Google et Chrome, on s'en rend jamais compte, mais chaque jour, ils protègent des milliards de gens contre des sites d'hameçonnage, sans même qu'on s'en rende compte. Microsoft déploie aussi des technologies de sécurité. On l'a vu en Ukraine, dans l'arrière-plan, qui va aider des écosystèmes entiers. Donc oui, je suis absolument d'accord pour la régulation des GAFAM, mais il ne faut pas non plus leur enlever l'envie de faire ce qu'ils font déjà, dans une certaine mesure, parce que ça va dans leur intérêt, mais que ça bénéficie aussi à l'intérêt commun. Puis, je veux argumenter un peu avec notre ami Cisco, c'est qu'avec Gaétan, ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Les résultats qu'on a atteints sont à un certain niveau grâce à ce qu'eux ils ont fait. Derrière l'intelligence artificielle, là, il y a de l'argent, il y a des coûts, c'est incroyable, la recherche qui va là-dedans. On ne serait pas où on serait maintenant sans eux. Est-ce qu'on peut penser que l'avenir est sans eux? C'est sûr que ma réponse à moi est non. Là. Ils font partie de la solution, mais ils font partie de la solution dans une portion, ce que j'appelle General AI. Tu sais, c'est la portion, encore une fois, je mets l'humain là-dedans. Ça va être l'humain, l'accessibilité, eux vont donner ça. Après ça, tu as le Game Changer AI. Autrement dit, l'intelligence artificielle qui va changer quelque chose. Tu parlais de la réglementation mettre alentour, ça peut être méchant comme ça peut être bon. Mais le Game Changer, tu as besoin de cet argent-là, de l'investissement, de la recherche qui va aller là-dedans. Puis eux font encore partie de cette solution-là. Mais le General AI ne peut pas se faire sans eux, selon moi. Sunil? Yeah, good discussion. Thank you for your comment. I really appreciate that. My suggestion is, I agree with this gentleman as well. But the solution I would recommend is, which always starts with you. You are responsible to understand what AI is. You're responsible to protect your family, kids, your company, yourself. Right? Even though there are no regulation, you should be intelligent enough to understand what's going on and appropriately, implement all these things, controls in your at home, your personal, don't post your personal stuff. As you know, hackers, they steal the data. Even after the company protects the data, which is not reasonably good, I agree. And then that data goes to the dark net. Now, all this data is available in the dark net about you, LinkedIn, Facebook, your credit cards. And guess what the bad actors are going to do? They're going to load that data into model. And they're going to correlate. The model is going to correlate. Oh, what is Harvey doing? Let me see who is connected. Oh, he's French speaking. I'm going to send him a nice, beautiful phishing email in French. So you need to be aware yourself
These things are happening. The data has already been stolen years and years. So you understand yourself, your company, talk to each other, because hackers know you don't talk to each other. They know one department is not talking to another department. They already know that. You are responsible to implement all this communication, talk to other departments, see what their concerns are, ask the right questions, right? Ask the right questions, you will get the right answer. Don't say, oh, you have a security problem, oh, AI is going to end the world. It's not like that. You have to ask the business question. You ask the business risk question, and then you're going to come to a good conclusion. Same as ChatGPT. If you ask the right question, you get the right answer. If you ask the bad question, you're not going to get the right answer. Si je peux ajouter, en fait, j'ai la chance de travailler sur des sujets qui sont vraiment très noirs autour de la cybercriminalité, le e-crime, la pédopornographie, la lutte contre la pédopornographie. Et en effet, en tout cas, moi, le message que je voudrais passer, c'est la sensibilisation. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, ce n'est plus le cas et ce sera de moins en moins le cas. Donc faites attention aux traces que vous laissez, bien évidemment. Et pour moi, je pense que cette coopération et cette collaboration pour la réussite d'enquête des forces est nécessaire entre les pays et entre la partie technique. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, si vous avez chacun quelque chose ou une anecdote ou un message à faire passer plus précisément, c'est le moment. Pour ma part, j'amenais une perspective entreprise. La réalité est vôtre. Le risque, c'est l'humain. Puis gérer le risque dans le présent. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui vont arriver. L'AI va évoluer, ça va être à une vitesse incroyable. Essayez de suivre le bandwagon, mais gérer l'immédiat et le court terme. Puis je vous le dis, le risque est derrière l'humain, à même titre que la solution est derrière l'humain. Ben moi, je dirais, dans nos entreprises, on a tous des programmes de sensibilisation à la sécurité. Assurez-vous d'avoir un module sur AI. OK? À l'entreprise. Assurez-vous d'avoir des discussions avec vos enfants, puis dans mon cas, vos petits-enfants, sur les avantages, mais aussi les dangers liés à l'AI. Parce qu'on n'y arrivera pas juste avec de la techno. L'IA va avoir certainement, comme dans tous les autres domaines, pour la sécurité, la cybersécurité, un impact révolutionnaire. Donc c'est une invitation sans céder à la panique, à vous intéresser à l'IA et à ce que ça va changer dans vos pratiques professionnelles de sécurité. Parce que si vous ne le faites pas, l'IA va s'intéresser à vous et ça a déjà commencé. Donc la révolution est en marche. I want to say a joke. I was talking to my wife in a short, simple whisper, sound, and she's asking me, "Why are you whispering? Why can't you say loud?" I told her, "Oh, maybe Mark Zuckerberg is listening." And then she laughed, I laughed, Alexa laughed, and Siri laughed. Absolument. Oui. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment. Vous avez des sommités face à vous. Il faut en profiter. Il n'est pas allumé, je crois. Et on parle de l'IA comme si c'est à venir. Depuis qu'on a vu le ChatGPT, on teste, on l'utilise. Et on a comme l'impression, ça c'est que nos capacités cognitives, ou pour les jeunes qui sont encore à l'école primaire ou secondaire, que les capacités cognitives vont disparaître. Lorsqu'on voit ce que ça peut produire comme dissertation en 1 minute, lorsqu'on voit des jeunes étudiants, au lieu d'apprendre les algorithmes et le développement, ils demandent d'écrire du code en Python, en C, et ça produit en 1 minute. En tant qu'enseignant, est-ce que vous n'avez pas de crainte à l'impact de l'IA dans les années à venir que vous retrouvez avec des étudiants devant vous qui sont incapables de créer un algorithme, ou bien pour les enseignants de français et d'anglais, des étudiants incapables de disserter carrément à cause de l'IA? J'ai un confrère qui travaille, qui a une maîtrise, doctorat en intelligence d'affaires, pas en intelligence artificielle. Puis il dit que je suis en amour avec la donnée.
OK, que je vis une relation avec la donnée. Pourquoi que je dis ça? C'est que depuis qu'on a démocratisé l'intelligence artificielle, qu'on a ça accessible, je suis pas rendu lazy, tu sais, je suis rendu meilleur. Moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher le meilleur de l'humain, de l'enfant, de l'étudiant, et de l'amener à un autre niveau de connaissance grâce à ça. Dans mon rôle en sécurité, je suis capable d'exploiter l'intelligence artificielle et de voir des approches, des solutions que je n'aurais pas pensé par moi-même si je n'avais pas eu l'intelligence artificielle. Je crois que c'est la même chose pour ce qui a trait, mettons, des relations sociales. Dire des choses à une machine qui te réponde puis qu'elle soit le psychologue que tu as besoin peut t'amener à un autre niveau versus juste écouter de la musique puis broyer ta vie. Il y a plein de possibilités. Ça peut t'amener à des niveaux de compréhension et améliorer l'humain à des niveaux qu'on n'aura jamais atteints. Là. Puis là, je vous le dis, on est au niveau embryonnaire de ça. Là. Outre la donnée, là, je vous le dis, je suis en amour avec ma donnée. Ma douce est peut-être un peu jalouse, mais je suis en amour avec le data. Fait que, très rapidement, moi, je suis à l'âge où les calculatrices ont commencé à arriver dans les universités. Puis là, moi, je me rappelle mon père qui me disait « Ah, tu seras plus capable de compter, puis ça fait tu sais d'une calculatrice. » Alors moi, je n'ai jamais été aussi bon que mon père à faire des calculs mentaux pour additionner, soustraire, diviser, etc. Il a toujours été meilleur que moi. Sauf que moi, avec une calculatrice, j'étais capable de faire plus. Alors moi, à mon avis, il faut se servir de l'IA comme outil, tout comme on se sert d'une calculatrice, et on peut faire toutes sortes de trucs avec, tout comme on sert de l'ordinateur pour être meilleur, comme disait Eric. Voilà. I can answer that as well. Send me a note, I'll send you 200 ChatGPT prompts, okay, after the call. So the way I'm going to answer is, don't have fear. I always say that. Just like as the gentleman said, we thought same as when the calculator came, when the internet came. Now ChatGPT is here. I don't think so they're going to make our kids dumb. At least in the US, we are modifying our ways to teach kids now. You have to change because technology is here to change. So you adopt the changing ways of teaching and empower them to use all these tools. Make them better and smarter. So I had a question about, so if you think about the current generative AIs like ChatGPT and even Bard from Google, currently they're only limited to what they can access on the internet, and they're also very restricted in the responses they give you. At some point, they're going to open up to be able to access things like the dark net, for example, and then the information will be limitless. How do you foresee that happening, and how can folks protect against it, essentially, right? Because you got limitless information. You can build weapons, you can, attack anyone, essentially. So I think there is already enough information on the open web for them to do that, if they want to, or if we ask them to. So I think it's a responsibility of Bard and ChatGPT and Claude. I prefer Claude myself, Claude too. To try to kind of design robust general AIs that can actually understand. And so that's why self-awareness is not necessarily a downside. It can also be an asset in terms of, okay, well, try to understand when someone is trying to make you something that goes against the common good. So there are some alternative ways of trying, emerging on trying to program AIs in such a way that they develop this kind of responsibility, and put that in brackets. But I don't see the future. Napoleon said that only the simpletons are trying to predict the future. But we have awareness, I think, is the word that came back and back and back. And we have to be aware and responsible. So you have some young startups very irresponsibly releasing some models that have nothing to do, in the open web. Because they want to acquire market share and all of that. And I think that's when government should say, no, this is not something that should be done. You should be responsible.
This is a very powerful tool. I can try and answer as well. One sword can protect you with another sword, right? So same, one AI can protect you with another AI. So you think about creating a new AI to protect yourself against AI. A lot of companies like Cisco and other companies, they're already deploying that in their devices, network devices, firewalls. There is AI built into that. If they detect if there's an AI-based attack and different, so the answer is AI can protect you against AI, but we have to figure out the solution. Merci. Bah, écoutez, nous allons clore cette table. Maintenant, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à l'extérieur. Merci.